Dans les contenus déco, on parle beaucoup des couleurs, des meubles, des ambiances, de la lumière, des tendances, mais presque jamais de ce qui influence réellement notre bien-être au quotidien. Moi, j'appelle ça les micro-frictions. Vous savez, ce sont ces petits efforts invisibles qu'on répète chaque jour. Pris séparément, ça semble insignifiant, mais accumulés, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on se rend compte que ça nous épuise complètement. Vous savez, c'est cet aller-retour inutile. C'est le fait de chercher ses clés à chaque fois. Ne jamais trouver où sont rangées les choses, ou où les ranger, où les retrouver. C'est devoir faire un aller-retour dans le salon parce qu'on a rangé la vaisselle là, alors que le lave-vaisselle est dans la cuisine. Aucune de ces décisions ne semble vraiment dramatique, mais ça fait partie de ce petit truc plus ce petit truc qui fait que ça grossit notre charge mentale et que ça nous pompe de l'énergie. En plus, souvent, mesdames, c'est plutôt de vous que j'ai ce genre de témoignage. Vous avez déjà beaucoup de charge mentale dans votre foyer. Et en plus, vous êtes celle qui rangeait tout le temps, qui réagençait les choses et les gens autour de vous ne savent pas comment mettre. Vous savez pas pourquoi. À chaque fois que vous arrivez, votre enfant, il laisse les chaussures dans l'entrée alors qu'il y a un meuble qui est fait pour ça dans sa chambre, mais lui, il a décidé de les laisser à l'entrée. Et donc, chaque jour, vous prenez sa paire de chaussures et vous les remettez dans sa chambre. Ça, c'est une petite micro-friction qui fatigue au quotidien. Aujourd'hui, avec mon regard d'architecte d'intérieur, je vais vous aider à identifier ces micro-frictions chez vous pour trouver la bonne solution qui marche pour vous. Parce qu'il n'y a pas un agencement universel qui marche pour tous. Il faut vraiment partir de sa situation pour trouver une réponse adaptée à votre façon de vivre. Première friction qui vous pompe votre énergie, ça va être une mauvaise circulation. La circulation, c'est quoi? C'est quand vous prenez un plan, c'est les chemins que vous faites tous les jours pour aller d'un point A à un point B. Imaginez votre matin, vous êtes en train de vous habiller, vos chaussettes, elles sont rangées dans le dressing, vos chaussures, elles sont dans l'entrée, la chambre, elle est à l'étage, et le miroir, lui, il est dans le couloir. Donc, ce que vous faites le matin, vous vous habillez, vous descendez prendre votre chaussure, vous allez voir au miroir si ça va pas, et finalement, les chaussures, elles vont pas avec la tenue, donc vous allez remonter, redescendre, vous hésitez encore, vous essayez une paire de chaussettes, c'est pas la bonne. Aucun de ces déplacements n'est vraiment grave, à la rigueur, ça vous fait les fessiers, mais répéter chaque jour, ça devient lourd, c'est une friction, et c'est une consommation d'énergie invisible et puis surtout inutile. Et la solution, elle n'est pas la même pour tout le monde. Ça dépend de comment on vit. Certains vont se dire, les chaussures, ça doit être dans l'entrée parce que de toute façon, j'ai que 3 paires, je sais ce que je vais mettre et j'aime bien me déchausser et me chausser quand j'arrive à l'entrée. Ok, mais c'est pas toujours vrai. Pour certains, regrouper ses chaussures et ses vêtements et tous ses accessoires dans le dressing avec un grand miroir, c'est ça qui va permettre de faire des combinaisons et de créer sa tenue. Ça permet de valider et de sortir une bonne fois pour toutes, de ne pas avoir à faire ces fameux allers-retours dans la maison. Donc une maison efficace, c'est une maison qui vous porte et c'est pas une maison qui va respecter des règles immuables. Il faut vraiment s'adapter à votre situation et voir comment on peut réduire les efforts inutiles. Ça s'étudie. Pour ça, il faut vraiment regarder les habitudes de chacun, quels sont les réflexes, les automatismes et construire votre espace autour de ce que vous avez déjà. Pas autour d'une norme, pas autour d'un truc que vous aurez raconté une youtubeuse, mais vraiment autour de vous. En deux, quelque chose qui peut vous épuiser au quotidien, c'est quand votre éclairage il travaille contre vous. Si votre salon il est sombre, si votre cuisine elle crée des ombres portées quand vous essayez de faire la vaisselle ou de découper quelque chose parce que le spot il est situé derrière votre tête et du coup vous voyez rien de ce que vous faites et vous essayez de faire gauche-droite pour essayer de voir où vous allez mettre le couteau pour pas vous planter le doigt, bon bah ça c'est épuisant. Et de l'autre côté, si votre chambre elle est éclairée comme un open space des années 2000 et que c'est un éclairage tout blanc tout froid, pour amener au sommeil ça va pas être simple non plus. Et votre cerveau il reçoit ces signaux toute la journée et ça le fatigue. Et cette question de l'éclairage adapté à l'usage, c'est pas qu'une impression, c'est pas qu'un truc de designer, c'est vraiment un truc scientifique. Il y a un consensus, dur à dire, scientifique, encore plus dur à dire, consensus scientifique international qui a été fait autour de ça. C'est dans Frontiers in Photonics. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir. Bien sûr, c'est en anglais. Et ça confirme cette impression. C'est le fait qu'une lumière trop intense le soir, ça va perturber nos rythmes circadiens. Ça va augmenter en fait la mélatonine, enfin la suppression de la mélatonine plutôt, et ça dégrade la qualité du sommeil. Ce qui fait qu'en fait, nos cerveaux se disent « Eh oh, ça y est, il faut travailler là, c'est le jour ». Et alors que non, il faudrait baisser les intensités lumineuses, avoir des lumières aussi un peu plus chaudes, donc en termes de Kelvin, passer en dessous des 3000, 2700 Kelvin, avoir quelque chose de plus doux, plus apaisant, que avoir un truc à 3-4 000 Kelvin qui nous pète dans la tête. Ça nous empêche carrément de dormir. Et ça, on parle de la chambre, mais dans le salon, c'est pareil. Si vous regardez un film le soir à 21h avec une lumière pleine puissance, votre cerveau, pareil, il se dit « Oh là là, il est midi, il faut que je reste éveillé ». Et du coup, votre corps, il récupère pas. Et ce problème, il va dans les deux sens. Pareil, si vous êtes le matin, que vous préparez vos petits-déj et que c'est le moment où, allez, faut se réveiller et que tout est très très sombre, finalement, la concentration, la régulation circadienne, elle marche pas non plus. Que vous restez un peu à moitié endormi, à moitié dans le repos. Le secret pour ça, c'est pas d'avoir une seule source de lumière, pas juste la lumière au plafond, mais d'avoir plusieurs couches. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien en description. En gros, il faut une lumière un peu générale, celle qu'on allume pour faire le ménage. Et après, il faut des lumières de tâches
qui vont nous permettre de nous concentrer pour découper nos carottes, pour travailler sur notre bureau, des lumières voilà, qui vont être fonctionnelles. Et il y a aussi des lumières qui vont être plus décoratives, qui nous permettent de jouer avec cette ambiance. Pas oublier aussi de jouer sur les hauteurs, parce qu'on a tendance à mettre toujours les lumières au plafond, et parfois le soir, pour avoir ce côté plus apaisant, c'est bien de mettre des lumières d'appoint plutôt plus bas finalement, à hauteur d'œil, voire plus bas que vraiment au plafond. Comme un peu le soleil finalement, hein, ça imite ça. Le soleil, quand il est en haut, c'est qu'il est midi, il faut être en forme. Et plus il va être bas dans l'horizon, et plus ça va être le moment du coucher. Et pourquoi on fait souvent pas attention à ça? Parce qu'un bon éclairage, on le voit pas. Il est fait pour mettre en valeur ce qui est déjà là, mais c'est pas ça qui va se remarquer. Et à contrario, un mauvais éclairage, des fois on met pas le doigt dessus, mais on ressent immédiatement qu'il y a un truc qui va pas. Point numéro 3, les couleurs qui vont vous surstimuler, un petit peu dans cette même idée, ou qui vont vous sous-stimuler aussi. Il a été bien établi que le cerveau, il va réagir en fonction d'une couleur. Ça vient un petit peu de la nature avant même qu'on en soit conscient. On a une réponse en fait physiologique plus qu'esthétique à une couleur qui va être par exemple très saturée. Par exemple, cette chemise rouge, on ne va pas réagir pareil quand on la voit, c'est un peu danger, on se concentre, que si c'est une teinte vert super cool, super calme. Tout ce qui est couleur jaune, rouge, intense, néon, c'est ça qui va activer votre système nerveux, qui va vous mettre en éveil, qui va vous stimuler. Et elles sont très utiles à petite dose dans les espaces où vous voulez avoir de l'énergie. Une petite lampe rouge, c'est super, ça réveille toute une pièce. Dans le bureau aussi, de mettre des touches comme ça qui vont vous permettre de vous concentrer, pas vous déconcentrer, mais quand même vous garder éveillé, c'est pas mal. Mais utiliser en excès, ça rend le calme complètement impossible. À l'inverse, un espace qui va être trop plat, trop neutre, on a fait tout beige, on s'est pas cassé la tête, ou pire, on a fait tout gris et on est triste. C'est sans relief, sans texture, et ça, c'est pas non plus reposant parce que le cerveau, il a besoin de variation. Il a besoin d'un certain niveau de stimulation, en fait, pour se réguler. Trop peu, ça l'engourdit, en fait, ça l'aplatit. Le conseil que je vais vous donner, c'est que vous pouvez utiliser les touches de couleur fortes un petit peu comme une épice dans un plat. Il ne faut pas que ce soit l'élément principal de votre plat, sinon personne ne va pouvoir le manger, ça va être insupportable. Par contre, un plat qui n'a aucune épice, il est fade et on n'a pas non plus envie de le goûter, donc votre espace, on n'aura pas envie d'y rester. Donc typiquement, si on prend un canapé, vous essayez de prendre une base assez neutre parce que c'est un gros élément dans la pièce, mais vous allez mettre des coussins, des plaids, de la déco autour de la table basse qui vont popper avec un truc vraiment coloré. Et ça va pas charger la pièce, par contre, ça va la réveiller un petit peu. En termes de décor mural, si vous avez un tableau avec des couleurs vives, ça peut carrément donner vie à un espace. Par contre, si vous me peignez tout le mur en rouge couleur de ma chemise, là, c'est une agression. Pour nourrir le cerveau aussi, si on n'a pas envie de prendre trop de risques avec la couleur, on peut jouer sur les textures. Si on aime les neutres, on n'a pas envie de s'aventurer vers une couleur qui va sortir du lot, peut-être jouer sur des motifs ou des textures qui, elles, vont sortir du lot pour éviter que ce soit tout plat et qu'on s'ennuie. Le but, c'est pas de surcharger la pièce, bien sûr, mais c'est de donner une balance, un équilibre entre des pièces fortes et des pièces plus douces, plus neutres. Si toutes ces questions-là, vous avez du mal à y répondre par vous-même, sachez que je propose mes services, donc soit à Montpellier si vous êtes dans le coin, soit en visio, ça peut se faire. Vous pouvez m'écrire à aurélie@architects.com ou booker directement un créneau pour un coaching déco en visio, je vous mets le lien dans la description. Parmi les plus grosses frictions qui vous demandent du temps, de l'énergie, de l'attention, ça va être le rangement. Alors le problème, c'est pas toujours le manque de rangement, ça va être le rangement mal placé. On l'a vu un petit peu en introduction. La plupart des gens, ils disent j'ai besoin de rangement, je manque de placard. Alors qu'en réalité, parfois, ils ont souvent des rangements, mais qui sont pas au bon endroit. Les produits ménagers, ils sont répartis un peu dans la cuisine, un peu dans la salle de bain, un peu dans la buanderie. Les jouets des enfants, ils ont pas de zone dédiée, et du coup, ils se retrouvent un petit peu partout. Les manteaux, ils sont pas dans l'entrée, et du coup, quand on arrive, on a la flemme d'aller jusque dans sa chambre, et puis on le pose sur une chaise, et après on l'oublie. Et là, vite, le bazar commence à s'accumuler. Les objets, ils s'accumulent. La maison, elle demande constamment du travail à remettre en ordre. La vraie question, c'est pas de se dire est-ce que j'ai assez de rangement? Souvent, c'est de se dire est-ce que j'ai pas trop d'affaires déjà pour commencer? Mais hormis le tri, c'est est-ce que mes rangements, ils sont là où j'utilise vraiment les choses? Un bon rangement, c'est quelque chose qui va suivre vos usages, qui va suivre vos déplacements, votre vie réelle, votre fonctionnement. C'est pas le plan du promoteur qui va fonctionner pour tout le monde. Ça fonctionne d'ailleurs rarement. Ce qu'il faut faire, c'est partir de votre façon de vivre à vous et les autres habitants de votre foyer. Pourquoi? Parce que le désordre visuel, ça vous épuise et c'est biologique. C'est un point qui mérite qu'on s'y arrête. Il y a une étude super intéressante qui a été menée à UCLA par les chercheuses Darby Saxby et Rina Repetti. Ils ont suivi des couples sur plusieurs jours, voir comment ils fonctionnaient. Et les femmes qui décrivaient leur maison comme désordonnée, comme inachevée, ça ne fonctionnait pas, elles avaient des profils de cortisol qui montraient qu'elles étaient complètement épuisées. Elles avaient des problèmes de santé chronique à venir parce que le cortisol, c'est pas très bon quand il n'est pas dans les bons niveaux. À l'inverse, les personnes qui vivaient dans des espaces qu'ils décrivaient comme reposants, comme accueillants, avaient des profils de cortisol
normaux et sains. En d'autres termes, le désordre, c'est pas qu'un stress visuel, c'est vraiment un stress biologique. D'autres travaux qui sont intéressants à ce sujet, c'est les travaux de la neuroscientifique Sabine Kastner à Princeton. Elle montre par ailleurs que le fouillis visuel, il entre en compétition directe dans notre cerveau avec la capacité de concentration, ce qui forcément génère une fatigue cognitive tout au long de la journée. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de travailler par exemple dans une cuisine avec plein d'éléments autour et puis des gens qui tournent, on se concentre beaucoup moins. Ou si vous avez connu un open space par rapport à un bureau séparé, vous verrez que vous n'avez pas du tout la même productivité. Et bien sans parler des collègues relous qui tapent super bruyamment ou qui mangent ou qui boivent à toute heure de la journée, le fait d'avoir du bruit visuellement, ça va occuper aussi cognitivement votre cerveau. L'idée dans tout ça, c'est pas d'avoir des surfaces lisses dégagées de tout objet parce que ce serait aussi contre-productif. Vous n'allez pas tous les matins sortir votre machine à café, ça va vous épuiser tout autant. Par contre, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir au moins 60% de l'espace qui est libre. Typiquement, voilà, dans une cuisine, que pas tous les endroits du plan de travail soient recouverts, qu'au moins 60% soit libre. 70-80, c'est même encore mieux. Pareil dans une salle de bain, sur une table de chevet, etc. Et que chaque objet qui soit là, il soit là pour une raison, que ce soit vraiment pensé, qu'il y ait une mise en scène finalement. Et les zones où il y a beaucoup de choses, pourquoi pas privilégier des rangements simples où vous pouvez cacher. Parce que si vous ne le voyez pas, le cerveau il oublie. Typiquement, dans une cuisine chez une cliente, une solution qu'on avait trouvée qui était originale, c'était d'avoir un store enrouleur en fait qui se déroule, si vous voulez, dans sa cuisine pour cacher la zone où il y avait l'évier et la préparation. Parce qu'elle disait, elle, quand elle recevait des amis de la famille, elle n'avait pas envie de voir son évier avec la vaisselle pas faite et en même temps, si elle est en train de servir à manger et tout, elle n'a pas eu le temps de faire la vaisselle juste avant. Et donc juste le fait de, hop, je baisse mon store, je passe la soirée à manger avec mes amis, tout va bien, et je ferai la vaisselle plus tard, ça l'apaisait finalement. Et ça rangeait visuellement la cuisine, même si en vrai, le ménage l'attendait derrière, mais au moins pendant ce moment-là, hop, elle faisait le vide dans son cerveau. Il y a pas mal de rangements comme ça que vous pouvez avoir. Il y a par exemple des coins à petit déjeuner où vous pouvez fermer la porte et derrière, vous avez la bouilloire, le grille-pain, la machine à café, et hop, vous refermez et tout est bien caché et pourtant utile, accessible dès qu'on en a besoin. Un autre élément à prendre en compte pour pas vous fatiguer au quotidien et pas que votre maison, ça devienne votre nouvel employeur, ça va être le choix des matériaux. Certaines maisons, elles vont être magnifiques sur Instagram, sur Pinterest, mais elles vont demander un entretien permanent et ça, c'est ultra usant. Un plan de travail qui est fragile, une robinetterie genre noir mat alors qu'on est dans une zone calcaire, l'enfer. Un matériau qui réclame, vous voyez, une attention constante. Le problème, c'est pas vraiment le matériau en lui-même. Par exemple, le marbre, c'est très beau, mais dans une cuisine, ça peut être tachant, donc vaut mieux le mettre ailleurs si on a vraiment envie de mettre du marbre. Par exemple, dans une entrée où là, il va pas y avoir des sauces qui vont être répandues sur le plan de travail. Petit aparté. Ce qui marche pas, c'est le mauvais matériau au mauvais endroit. En fait, c'est le décalage entre le matériau et ce que vous allez en faire par rapport à votre mode de vie. Si vous aimez cuisiner des épices qui colorent, si vous avez des enfants, si vous avez des animaux, peu de temps libre et que votre intérieur il nécessite des heures de ménage et d'entretien pour rester impeccable, votre maison elle travaille contre vous, elle travaille pas pour vous. En tout cas, vous travaillez pour elle. Donc avant de choisir un meuble, un élément décoratif, un matériau, on se pose la question, est-ce que je suis prêt à vivre avec les contraintes que ça représente dans mon espace? Par exemple, des grands rideaux, ça vaut le coup, ça habille une pièce, ça étire les lignes, ça permet de faire l'obscurité, mais il va falloir les laver de temps en temps. Donc c'est une contrainte, est-ce que je suis prête à l'assumer? Pareil pour un beau grand tapis. Aujourd'hui, il y a des tapis super simples d'entretien qui s'entretiennent comme un sol. Les tapis d'extérieur notamment qu'on peut mettre à l'intérieur parce qu'il y a des motifs qui sont très jolis aujourd'hui. Ils vont pas être compliqués à entretenir, mais il faudra quand même les laver de temps en temps. Donc est-ce que je suis prêt à accepter ces contraintes par rapport aux bénéfices qu'il m'apporte ou pas? Il faut se poser cette question-là. Parce que le bon choix, c'est pas ce qui va être beau en photo, c'est celui qui reste agréable à vivre au quotidien. Et si vous voulez pas faire d'erreur sur ces trucs qui sont beaux de loin, mais loin d'être beaux, loin d'être beaux à vivre, je vous mets un lien en description vers une autre vidéo qui parle de ce sujet. Et on arrive dans la dernière partie, celle dont on parle peut-être le moins, mais qui pourtant a son importance, c'est quand votre maison, elle ne raconte pas du tout votre histoire. Parce qu'une maison, elle peut être bien rangée, bien éclairée, facile à entretenir et malgré tout ne pas être agréable à vivre. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait appartenir à n'importe qui. Elle ne vous ressemble pas à vous. Roger Ulrich, il a publié en 1984 dans la revue Science une étude que je trouve super, que j'ai déjà citée sur cette scène, mais je vous la recite, qui est devenue vraiment une référence mondiale. C'est à quel point des patients en post-op, dont la chambre donnait sur des arbres, quittaient l'hôpital mieux, plus vite, en meilleure santé que ceux qui avaient juste vu sur un mur. Et ce que cette étude révèle au fond, c'est que notre environnement immédiat, il a un effet mesurable sur notre santé, sur notre récupération, sur notre bien-être et notre capacité à évoluer, à être bien dans l'espace. Et qu'une fenêtre sur des arbres, ça nous parle quand même beaucoup plus parce que c'est vivant, c'est naturel que un mur.
Et ça change réellement quelque chose dans le corps. Donc votre maison, elle a le même pouvoir. Pas besoin d'arbres. Alors si vous avez la chance d'avoir un jardin, super, mais tout le monde n'a pas cette chance-là, ou même par choix ne veulent pas subir l'entretien que ça représente un jardin. Mais il faut qu'elle vous apporte quelque chose et il faut qu'elle vous ressemble pour que vous vous sentiez bien. Donc est-ce que votre maison, elle vous ressemble? Est-ce que vous avez des souvenirs? Est-ce qu'on peut comprendre qui vous êtes? Certaines histoires que ça va raconter, des souvenirs de voyage, ou de vos passions, de vos passe-temps? Est-ce que vous avez fabriqué des objets? Est-ce qu'on vous a offert des objets aussi qui ont une histoire? Parce que quand une maison, elle raconte rien et qu'elle est générique, ça fait un petit peu maison témoin ou showroom, mais c'est très froid et on n'a pas forcément envie d'y rester. Alors qu'une maison qui a plein de souvenirs, elle est peut-être imparfaite, mais elle devient comme un refuge. Émotionnellement, on sent que cet espace, il est habité. Et donc, je vais vous inviter à vous poser cette question plutôt que de se dire quelle couleur je vais choisir dans cette pièce. Essayez de vous demander qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ici. Comment est-ce que je vais pouvoir exprimer ma personnalité ou la personnalité de ma famille à travers ce projet. C'est là que commence réellement un projet d'architecture intérieure intéressant, pas juste au niveau du choix du canapé. Conclusion, quand une maison ne fonctionne pas, nous soutient pas au quotidien, on peut souvent accuser la décoration, c'est un petit peu l'ennemi facile. On change un meuble, une couleur, on rajoute une lampe, mais bon, le problème, il est rarement là. Il se cache dans les micro-frictions du quotidien, celles qu'on va subir jour après jour et qui vont finir par nous gonfler. Les allers-retours inutiles, l'éclairage qui perturbe votre sommeil ou qui vous empêche de travailler sur certaines tâches, les couleurs qui vont vous surstimuler ou vous endormir, le rangement qui n'est pas adapté, qui n'est pas au bon endroit par rapport à votre usage, et l'entretien qui va être complètement chronophage. Et parfois, comme on l'a vu plus profondément dans le fait que cet intérieur, il ne vous raconte pas vous, mais il raconte n'importe qui. La bonne nouvelle, c'est que chacun de ces problèmes a une solution et elle n'est pas forcément coûteuse. Elle va vous demander du temps, de la réflexion, mais pas forcément des gros budgets. Et plutôt que de partir d'un canapé, d'un tableau pour définir un espace, partez vraiment de vous. Observez vos habitudes, vos fonctionnements, vos envies, vos besoins. Et ensuite, vous concevez cet espace autour de votre réalité. Parce qu'une maison agréable à vivre, ça va pas forcément être la plus grande, la plus belle, la plus design. Ça va être la maison qui vous simplifie le quotidien et qui vous le rend agréable. C'est un appartement qui va réduire votre charge mentale parce qu'il va être bien pensé, ça va vous apaiser et surtout il va vous ressembler. Si en regardant cette vidéo, tu as reconnu des points chez toi, dis-le moi en commentaire, je serais curieuse de savoir si ça t'a parlé ou pas ce sujet du jour. Et surtout si le contenu te plaît et que t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça aide vraiment la chaîne. Et si tu veux être tenu au courant, n'oublie pas d'activer la cloche. Pour celles et ceux qui prennent l'archi d'intérieur vraiment au sérieux, qui veulent en faire un métier solide, il y a toutes les bases dans cette formation gratuite que je vous invite à aller voir. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve mercredi prochain pour un autre sujet autour de la déco, l'agencement et comment se sentir bien chez soi dans un intérieur qui nous ressemble et nous plaît. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao!